Imaginez un monde où les époques se succèdent comme les pages d'un livre ancien. À la fin du XVIIIe siècle, alors que l'ordre ancien s'effondrait et que le nouveau prenait forme, un homme apparut sur la scène européenne dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire. Mais comment cet homme, sorti des ténèbres d'une révolution déchaînée, s'est-il élevé du rang d'humble officier à celui de dirigeant du continent ? Et quelles forces l'ont poussé à redessiner la carte de l'Europe, laissant derrière lui un sillage de changements et de conquêtes? Plongeons dans cette époque pour comprendre comment naquirent les empires et comment un génie tempéré par l'adversité façonna le cours de l'histoire. Ce parcours remarquable débute au cœur même de la Révolution française, une époque de profonds bouleversements et d'espoir. C'est dans ce tourbillon d'événements, où chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, que débuta le parcours de l'un des chefs militaires et hommes d'État les plus remarquables de l'histoire, Napoléon Bonaparte. Son ascension ne fut pas une simple suite d'accidents, mais la conséquence logique de ses capacités exceptionnelles, de son ambition et de sa capacité à naviguer dans le chaos du changement. Né en Corse en 1769, le jeune Napoléon fit preuve d'une intelligence vive et d'une énergie débordante dès son plus jeune âge. Son enfance coïncida avec l'accession de l'île à l'indépendance, puis à son annexion à la France. Cet événement eut un impact considérable sur son développement, lui donnant un regard singulier et quelque peu détaché sur les événements qui se déroulaient sur le continent. Après avoir reçu son éducation militaire en France, il se lança tête baissée dans le tourbillon des événements révolutionnaires. La Révolution française, qui débuta en 1789, devint un catalyseur de nombreux talents, et Napoléon ne fit pas exception. Il se distingua rapidement dans l'armée, faisant preuve non seulement d'un sens tactique aigu, mais aussi d'une capacité à inspirer les soldats. Ses premiers succès, notamment lors du siège de Toulon en 1793, le firent connaître. Ce fut la première étape significative démontrant son potentiel de chef militaire. À mesure que la Révolution prenait de l'ampleur, les régimes politiques français changèrent également. Après la terreur jacobine et le Directoire, le pays avait désespérément besoin d'une main forte, capable de rétablir l'ordre et d'assurer la stabilité. C'est à ce moment précis que Napoléon Bonaparte se trouva au bon endroit, au bon moment, possédant les qualités nécessaires pour relever ces défis. Son véritable talent de commandant se révéla pleinement lors de la campagne d'Italie de 1796-1797. À la tête d'une armée mal équipée et démoralisée, Napoléon remporta rapidement une série de brillantes victoires sur les forces autrichiennes et sardes. Ses manœuvres rapides, ses attaques surprises et son habileté à exploiter les faiblesses ennemies lui permirent de conquérir l'Italie du Nord et de négocier une paix favorable à la France. Cette campagne lui apporta non seulement gloire et reconnaissance, mais jeta également les bases de sa réputation de commandant invincible. L'étape suivante de son ambitieuse carrière fut l'expédition d'Égypte, qui débuta en 1798. L'objectif de cette campagne était non seulement d'affaiblir la position britannique en Inde, mais aussi d'étendre l'influence de Napoléon et de découvrir de nouveaux horizons. L'expédition avait un double caractère. D'une part, il s'agissait d'une opération militaire et d'autre part, d'une expédition scientifique rassemblant de nombreux scientifiques et explorateurs qui apportèrent des contributions significatives à l'étude de l'Égypte. Malgré plusieurs succès militaires, comme la bataille des Pyramides, l'expédition dans son ensemble échoua à atteindre ses objectifs stratégiques en raison de la défaite de la flotte française à la bataille d'Aboukir. Néanmoins, elle reste l'un des chapitres les plus commentés de la biographie de Napoléon,
témoignant de son ambition inépuisable et de son désir de grandeur. À son retour d'Égypte, Napoléon constata l'instabilité politique croissante en France. Le Directoire perdait la confiance du peuple et le pays se retrouva à nouveau au bord de la crise. Profitant de son autorité et de sa popularité, Napoléon organisa un coup d'État, connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1799. Ce coup d'État renversa le Directoire et un nouveau gouvernement, le Consulat, prit le pouvoir. Napoléon devint premier consul, concentrant ainsi tous les pouvoirs entre ses mains. La période du Consulat fut marquée par de profondes réformes et le rétablissement de l'ordre en France. Napoléon s'illustra non seulement comme chef militaire, mais aussi comme administrateur et législateur exceptionnel. L'administration publique fut réorganisée, la Banque de France fut créée et le système financier stabilisé. L'adoption du Code civil, dit Code Napoléon, revêtit une importance particulière. Il systématisa le droit français et exerça une profonde influence sur la législation de nombreux pays à travers le monde. Ces réformes posèrent les bases de l'État français moderne et consolidèrent la position de Napoléon en tant que dirigeant. Cependant, la quête de pouvoir de Napoléon ne se limitait pas à son rôle de premier consul. En 1804, désireux de renforcer sa légitimité et d'établir une dynastie, il se proclama empereur des Français. Cet acte symbolisait la transition d'une république révolutionnaire à un empire et marquait le début d'une ère nouvelle. Le couronnement de Napoléon, célébré en la cathédrale Notre-Dame, fut un événement grandiose, destiné à démontrer la grandeur et la puissance de la Nouvelle-France. La création de l'Empire français marqua le début d'une série de campagnes militaires massives qui modifièrent à jamais la carte politique de l'Europe. Napoléon, devenu empereur, chercha à dominer le continent, ce qui entraîna inévitablement des conflits avec d'autres puissances européennes. L'un des chapitres les plus marquants de l'histoire des guerres napoléoniennes fut la bataille d'Austerlitz, qui eut lieu le 2 décembre 1805. Également connue sous le nom de « bataille des Trois Empereurs », elle marqua l'apogée de la gloire militaire de Napoléon. Son armée, supérieure en tactique et en stratégie, remporta une victoire écrasante sur les forces combinées de la Russie et de l'Autriche. L'exploitation habile du terrain, les manœuvres brillantes et la détermination des troupes françaises permirent à Napoléon de remporter un triomphe encore étudié dans les académies militaires du monde entier. Après Austerlitz, Napoléon continua de redessiner la carte de l'Europe. Il dissout le Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis plus de 1000 ans, et crée la Confédération du Rhin, unissant plusieurs États allemands sous son protectorat. Cet événement marqua la fin d'une époque et le début d'une autre, lançant le processus de future unification allemande. En 1806, Napoléon entre en guerre contre la Prusse, qui cherchait à maintenir son influence en territoire allemand. La bataille d'Iéna-Auerstadt, livrée le 14 octobre 1806, se solda par la défaite totale de l'armée prussienne. Napoléon démontra sa supériorité en battant les Prussiens lors de 2 batailles simultanées, ce qui conduisit à l'occupation de Berlin et à un affaiblissement significatif de la Prusse. Pour tenter d'écraser définitivement la Grande-Bretagne, Napoléon imposa le blocus continental, interdisant aux pays européens de commercer avec l'Angleterre. Cette guerre économique, qui débuta en 1806, eut de lourdes conséquences. Si le blocus nuisit à l'économie britannique, il attisa également le mécontentement des alliés de Napoléon et conduisit au développement de la contrebande, ce qui compromettit son efficacité.
Le conflit le plus difficile et le plus éprouvant pour Napoléon fut les guerres d'Espagne, qui débutèrent en 1808. Sa tentative d'installer son frère Joseph sur le trône d'Espagne déclencha une guérilla longue et sanglante. Les Espagnols, soutenus par les troupes britanniques, opposèrent une résistance acharnée. Imaginez une île baignée par le soleil méditerranéen, où l'air embaume les senteurs des herbes et la brise iodée. Voici la Corse, berceau d'un homme dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire, Napoléon Bonaparte. Il naquit en 1769 dans une famille noble, ancienne, mais peu riche. Son enfance fut bercée par les sonorités de l'italien, la langue corse de l'époque lui étant étroitement liée. Le petit Napoléon était un garçon à l'esprit vif et fougueux, passionné de jeux militaires et rêvant de grandes réussites. Le destin a voulu que le jeune Bonaparte ait l'opportunité d'étudier dans les écoles militaires françaises. D'abord à Brienne, puis à la prestigieuse Académie militaire de Paris. Pour le jeune Corse, profondément ancré dans son île natale, la France lui semblait d'abord étrangère. Il se sentait quelque peu seul, mais il étudiait avec assiduité, excellant notamment en mathématiques et en histoire. Imaginez ces salles de classe où les futurs officiers étudiaient la tactique, la fortification et l'artillerie. La vie quotidienne à l'académie était stricte et réglementée, mais c'est ici que furent posées les bases des victoires futures. 1789 marqua un tournant non seulement pour la France, mais aussi pour le jeune Napoléon. La Révolution qui balaya le pays ouvrit la voie à tous ceux qui avaient du talent et de l'ambition, quelles que soient leurs origines. Bonaparte, alors officier d'artillerie, se retrouva au cœur de ces événements tumultueux. Il retourna en Corse, où il participa activement à la vie politique, soutenant les Jacobins. Cependant, l'intensification des conflits internes sur l'île le força à se réfugier à nouveau en métropole. C'est durant cette période, au cœur du tourbillon des changements révolutionnaires, que Napoléon commença son ascension fulgurante. Son talent de commandant se révéla pleinement lors du siège de Toulon en 1793. La ville était occupée par les forces royalistes appuyées par la marine britannique. Le jeune Bonaparte, commandant l'artillerie, élabora un plan brillant qui permit aux troupes révolutionnaires de reprendre la ville. Cette victoire lui valut non seulement la gloire, mais aussi le grade de général de brigade à seulement 24 ans. Après Toulon, Napoléon poursuivit son service militaire et participa à la répression de la révolte royaliste à Paris en 1795. Sa détermination et son sang-froid à un moment critique contribuèrent à sauver le jeune gouvernement du Directoire. Ces événements consolidèrent sa position et ouvrirent la voie à de nouvelles nominations plus importantes. Il commença à attirer l'attention d'hommes politiques influents, qui le voyaient comme un homme capable d'apporter ordre et stabilité à une France déchirée par les troubles. En 1796, Napoléon reçut le commandement de l'armée d'Italie. Il releva ce défi avec l'énergie qui le caractérisait. La campagne d'Italie fut son premier grand succès militaire indépendant. Son objectif était de vaincre les forces autrichiennes et leurs alliés sur le sol italien. Face à des forces ennemies supérieures, Napoléon fit preuve d'une mobilité incroyable, d'une ruse tactique et d'une capacité à inspirer ses soldats. Il remporta une série de brillantes victoires à Mondovi, Lodi, Arcole et Rivoli. Ses armées avancèrent rapidement à travers l'Italie, libérant des villes et concluant des traités favorables à la France. Les soldats français, épuisés par des années de guerre, voyaient en Napoléon un chef capable de les mener à la gloire et au pillage. Ses ordres étaient clairs, sa stratégie novatrice. Il savait exploiter la population locale, recueillir des informations et agir plus vite que ses adversaires.
La campagne d'Italie apporta non seulement des succès militaires à la France, mais renfloua également considérablement son trésor grâce aux indemnités et à la confiscation d'œuvres d'art. Napoléon se révéla non seulement un chef militaire, mais aussi un diplomate habile à négocier et à atteindre ses objectifs. En 1797, après la signature de la paix de Campo Formio, il rentra en France en héros national. Son nom devint un symbole de victoire et de puissance. Cependant, les ambitions de Napoléon dépassaient les frontières de l'Italie. Il se considérait non seulement comme un chef militaire, mais aussi comme un homme d'État capable de changer le cours de l'histoire européenne. En 1798, le Directoire, craignant l'influence croissante de Bonaparte, l'envoya en Égypte. L'objectif de l'expédition était double: saper l'influence britannique en Inde et, peut-être, trouver de nouvelles voies d'expansion pour la France. L'expédition d'Égypte fut une entreprise grandiose et pleine de surprises. Aux côtés de l'armée, des centaines de scientifiques, d'artistes et d'ingénieurs étaient à bord des navires. Leur mission était d'explorer la civilisation antique, de collecter des artefacts et d'étudier la flore et la faune. Ce fut un véritable voyage scientifique qui mena plus tard à la découverte de la pierre de Rosette et à la naissance de l'égyptologie. L'armée de Napoléon débarqua en Égypte et vainquit les Mamelouks à la bataille des Pyramides. Mais la bataille navale d'Aboukir, où la flotte britannique commandée par l'amiral Nelson détruisit l'escadre française, laissa l'armée dans une position extrêmement vulnérable. Privés de ravitaillement, les Français furent contraints de mener la guerre dans des conditions désertiques difficiles, confrontés à la résistance locale et aux maladies. Malgré les difficultés militaires, la partie scientifique de l'expédition se poursuivit. Les scientifiques recueillèrent des informations précieuses sur les monuments antiques, les hiéroglyphes et le climat. Napoléon lui-même, homme aux intérêts variés, se consacra à la recherche scientifique, conscient de son importance pour le prestige de la France. Cependant, la situation politique intérieure devenait de plus en plus instable. Le Directoire perdait de son autorité et le pays avait besoin d'un homme fort. Apprenant la crise du pouvoir en France, Napoléon décide de rentrer. Laissant son armée en Égypte sous le commandement du général Kléber, il regagne secrètement sa patrie en 1799. Son retour est accueilli avec espoir et jubilation. Le peuple aspire au changement et beaucoup voient en Napoléon un sauveur. Arrivé à Paris, Bonaparte, accompagné d'un groupe d'individus partageant ses idées, dont son frère Lucien, organisa un coup d'État. Le 9 novembre 1799, 18 Brumaire, nouveau style, ils dispersèrent le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens, mettant ainsi fin au Directoire. Ce coup d'État marqua le début d'une ère nouvelle, le consulat. Une nouvelle forme de gouvernement fut créée, le consulat, dirigé par 3 consuls. Napoléon Bonaparte devint premier consul, détenant un pouvoir quasi illimité. Il lança immédiatement des réformes, cherchant à renforcer l'État et à stabiliser le pays après les années tumultueuses de la Révolution. Une réforme financière fut menée, la Banque de France fut fondée et un concordat avec le pape fut conclu, rétablissant les relations avec l'Église catholique. L'élaboration du Code civil, dit Code Napoléon, revêtit une importance particulière. Cet ensemble de lois, adoptées en 1802, consacrait de nombreux acquis de la Révolution, tels que l'égalité devant la loi, le droit de propriété et la liberté de conscience.
Le Code Napoléon exerça une profonde influence sur la législation de nombreux pays et reste en vigueur aujourd'hui. Durant son consulat, Napoléon ne se contenta pas de mener des réformes intérieures, mais poursuivit également ses opérations militaires. Il vainquit les Autrichiens à la bataille de Marengo en 1801, renforçant son autorité et menant à la conclusion de traités de paix. Progressivement, son pouvoir devint de plus en plus absolu. En 1802, il fut proclamé consul à vie. En 1796, alors que l'Europe était en pleine mutation, le jeune général Napoléon Bonaparte se vit confier une mission que beaucoup considéraient comme impossible, le commandement de l'armée d'Italie. Mal équipée et démoralisée, l'armée était au bord de l'effondrement. Mais pour Napoléon, c'était l'occasion de faire ses preuves, et il en profita pleinement. La campagne d'Italie, qui dura de 1796 à 1797, fut un véritable triomphe pour le jeune commandant. À son arrivée à Nice, Napoléon trouva son armée dans un état déplorable. Les soldats souffraient de la faim et de la maladie. Leurs uniformes étaient usés jusqu'à la corde et leurs soldes étaient versés avec un retard considérable. Napoléon lui-même, malgré son jeune âge de 26 ans, les marqua durablement. Il était énergique, décisif et plein d'idées. Ses discours étaient inspirants et son assurance contagieuse. Napoléon entreprit immédiatement de réorganiser l'armée. Il établit des lignes de ravitaillement, fournissant aux soldats des vivres et de nouvelles munitions. Il recruta des officiers talentueux comme André Masséna et Jean Lannes, qui devinrent ses fidèles alliés. Ses principales tactiques étaient l'avancée rapide, la concentration des forces dans les zones décisives et l'exploitation de la manœuvrabilité. Il savait identifier les points faibles de l'ennemi et porter des coups précis et dévastateurs. La première grande victoire fut la bataille de Mondovi en 1796, où les troupes françaises mirent en déroute l'armée sarde. Cette victoire ouvrit la voie à Turin et força le royaume de Sardaigne à signer un traité de paix humiliant. Napoléon tourna alors ses forces contre les Autrichiens qui contrôlaient la majeure partie de l'Italie du Nord. La bataille de Lodi, livrée en 1796, fut l'un des épisodes les plus marquants de la campagne. L'armée française affronta des forces autrichiennes supérieures, mais Napoléon mena personnellement ses grenadiers à la charge sur le pont sous un feu nourri. Son courage et sa détermination inspiraient ses soldats qui réussirent à prendre la ville. Cette victoire consolida la réputation de Napoléon comme commandant exceptionnel. Au cours des mois suivants, Napoléon remporta une série de brillantes victoires, notamment à Arcole et à Rivoli. Il parvint à vaincre les armées autrichiennes par petits groupes, les empêchant de s'unir. Ses marches rapides et ses manœuvres inattendues prirent l'ennemi au dépourvu. Le commandement autrichien, composé de généraux expérimentés mais conservateurs, se révéla mal préparé à ce style de guerre. La campagne d'Italie fut non seulement un triomphe militaire, mais aussi une période d'enrichissement culturel. Suivant les ordres de Napoléon, l'armée française pilla l'Italie d'œuvres d'art qui ornèrent plus tard les musées français, notamment le Louvre. Napoléon lui-même manifesta un intérêt pour l'Antiquité et les sciences, recrutant des érudits et des artistes pour participer à l'expédition. La vie quotidienne des soldats en Italie était difficile. Malgré les victoires, ils souffraient souvent de pénuries alimentaires et de maladies comme le paludisme, très répandu dans la plaine du Pô. Cependant, le moral de l'armée était élevé grâce à leur succès et à la confiance qu'ils avaient en leur jeune général. Les soldats savaient qu'ils avaient derrière eux un homme capable de les mener à la gloire et au pillage.
En 1797, Napoléon contrôlait de fait toute l'Italie du Nord. Il y fonda plusieurs républiques dépendantes de la France, comme la République cisalpine. Ses succès suscitèrent l'admiration en France et au-delà, et son nom devint synonyme de victoire. La campagne culmina avec la paix de Campo Formio, signée en 1797. Au terme de ce traité, l'Autriche cédait ses possessions des Pays-Bas à la France et reconnaissait la République cisalpine. Napoléon, agissant de manière quasi indépendante, démontra ses talents de diplomate en concluant une paix à des conditions favorables à la France. La campagne d'Italie consolida la réputation de Napoléon comme commandant invincible. Il démontra que la jeunesse et les idées novatrices pouvaient l'emporter sur l'expérience et les méthodes traditionnelles. Cette campagne marqua le premier pas vers sa grandeur future, la naissance d'un génie qui allait changer le cours de l'histoire européenne. Après la brillante campagne d'Italie, une nouvelle entreprise ambitieuse attendait le jeune général Bonaparte. Une entreprise qui allait changer à jamais son destin et le cours de l'histoire. Il s'agissait de l'expédition d'Égypte, qui débuta en 1798. Le Directoire, qui gouvernait la France, y vit l'occasion d'affaiblir la Grande-Bretagne en lui coupant l'accès aux Indes, ainsi que l'occasion pour Napoléon de faire ses preuves loin de chez lui, où sa popularité grandissante pouvait devenir une menace. Napoléon, toujours en quête de grandeur, vit en l'Égypte une opportunité non seulement de gloire militaire, mais aussi de découverte scientifique. Il rassembla avec lui non seulement une armée, mais aussi plus d'une centaine de scientifiques, ingénieurs, artistes et autres spécialistes, un véritable institut au sein de la marine. Ces hommes furent appelés à explorer la civilisation antique, son histoire, sa géographie et sa culture. La flotte, forte d'environ 400 navires, quitta Toulon en mai 1798. Le voyage fut long et pénible. Les soldats, comme en Italie, souffraient du mal de mer et de la chaleur. À bord, les conditions étaient exiguës et les vivres pouvaient vite manquer. Néanmoins, l'espoir de nouvelles réussites remontait le moral. Le premier objectif majeur fut la prise de Malte, qui se fit sans grande résistance en juin 1798. La flotte fit ensuite route vers les côtes égyptiennes. Arrivée à Alexandrie début juillet 1798, l'armée française rencontra des forces locales appelées Mamelouks. Peu après le débarquement, la bataille des Pyramides eut lieu, où Napoléon remporta une victoire décisive. Sa tactique, basée sur la formation de soldats en carré, se révéla efficace contre la cavalerie mamelouke. Cette victoire ouvrit la voie aux Français vers le Caire, où Napoléon chercha à instaurer un nouvel ordre et à gagner la faveur de la population locale. Il publia des proclamations promettant de respecter la religion et les coutumes des Égyptiens, ce qui faisait partie intégrante de sa stratégie. Cependant, peu après son triomphe terrestre, la flotte française fut frappée par un désastre. Début août 1798, l'amiral britannique Horatio Nelson découvrit et attaqua la flotte française ancrée dans la baie d'Aboukir. Lors de la bataille d'Aboukir, aussi connue sous le nom de bataille du Nil, la quasi-totalité de la flotte française fut détruite ou capturée par les Britanniques. L'armée française fut alors privée de ravitaillement et de renforts en provenance de la métropole. Malgré ce sérieux revers, Napoléon resta déterminé. Il poursuivit ses activités en Égypte, consacrant une attention particulière à la recherche scientifique. Les scientifiques arrivés avec l'expédition commencèrent leurs travaux. Ils explorèrent des monuments antiques, prélevèrent des échantillons de flore et de faune et étudièrent la langue et la culture.
Leurs travaux aboutirent à la publication de la Description de l'Égypte, un ouvrage monumental qui révolutionna l'égyptologie européenne. C'est au cours de cette expédition que fut découverte la pierre de Rosette, qui joua plus tard un rôle clé dans le déchiffrement des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. La vie des soldats en Égypte était ardue. Le climat chaud, la nourriture inconnue, les affrontements constants avec la population locale et la guérilla créaient un climat tendu. Des maladies comme la dysenterie et la peste faisaient également des victimes. Cependant, malgré toutes les difficultés, de nombreux soldats étaient inspirés par l'opportunité de participer à une grande entreprise, d'admirer les merveilles du monde antique et de servir sous le commandement de leur idole. En 1799, Napoléon apprit la situation politique défavorable en France. Le Directoire perdait le contrôle et le pays avait besoin d'un homme fort. Conscient que sa présence en Égypte devenait de plus en plus insignifiante et y voyant une occasion d'y retourner et de s'emparer du pouvoir, Napoléon décida de quitter secrètement l'Égypte. En août 1799, laissant le commandement au général Jean-Baptiste Kléber, Napoléon, accompagné d'un petit groupe de confidents, regagna la France. L'expédition d'Égypte, malgré des revers militaires comme la perte de sa flotte, marqua une étape importante dans la vie de Napoléon. Elle démontra sa capacité à planifier avec ambition, sa curiosité scientifique et son adaptabilité aux circonstances changeantes. Elle eut également un impact profond sur la science et la culture européenne, révélant les trésors de l'Égypte antique à l'Occident. Pour Napoléon lui-même, ce n'était qu'une étape intermédiaire avant son ascension au pouvoir. Nous avons donc laissé Napoléon en Égypte, prêt à accomplir de nouvelles réalisations. Son retour en France en 1799 fut rapide et secret. Le pays, épuisé par des années de troubles révolutionnaires, avait besoin d'un dirigeant fort. Le Directoire, l'organe exécutif, perdait de son autorité et l'instabilité politique s'accroissait. De retour d'Égypte, Napoléon se retrouva au cœur de cette vie politique tumultueuse. Il ne perdit pas de temps. Son objectif était d'instaurer un ordre durable et de consolider son pouvoir. Avec l'aide de ses associés, dont des personnalités influentes comme Sieyès, l'un des directeurs, et Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, Napoléon commença à préparer un coup d'État. L'objectif était de renverser le Directoire et d'établir un nouveau gouvernement. Le coup d'État, connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire, eut lieu le 9 novembre 1799, selon le nouveau calendrier révolutionnaire, soit le 18 Brumaire en 8 de la République. Ce jour marqua un tournant dans l'histoire de France. Les événements se déroulèrent rapidement. Une réunion du Conseil des Anciens et du Conseil des 500, les deux chambres du corps législatif, fut transférée de Paris à Saint-Cloud sous prétexte d'une conspiration jacobine. Napoléon, commandant en chef des troupes, utilisa sa position pour maintenir le contrôle. Ses soldats encerclèrent le bâtiment où se tenaient les réunions. Un débat houleux éclata au Conseil des 500, de nombreux députés étant indignés par l'ingérence des militaires. Napoléon tenta de s'adresser à eux, mais son discours fut interrompu par des cris et des accusations. La situation s'envenima. À ce moment critique, sur ordre de Napoléon, des soldats sous le commandement de son frère, Lucien Bonaparte, qui présidait le Conseil des 500, entrèrent dans la salle. Ils dispersèrent les députés et le coup d'État fut mené à bien. Le Directoire fut renversé. Le Directoire fut remplacé par un nouveau gouvernement, le Consulat. À cette époque, le pouvoir était concentré entre les mains des 3 consuls. Cependant, dès le début, l'identité du véritable chef était claire. Napoléon Bonaparte fut nommé premier consul.
Cambacérès second et Lebrun troisième. Napoléon, en tant que premier consul, exerçait l'autorité la plus étendue. Une période de réformes actives s'ouvrit. Napoléon comprit que des changements profonds étaient nécessaires pour stabiliser le pays. Il se concentra sur le rétablissement de l'ordre, le renforcement de l'économie et la création d'un système de gouvernance cohérent. L'une des premières mesures fut la rationalisation du système financier. La création de la Banque de France stabilisa la monnaie et améliora la collecte des impôts. Napoléon s'est également consacré à la législation. C'est à cette époque qu'a débuté le processus d'élaboration d'un nouveau code de loi, connu plus tard sous le nom de Code civil ou Code Napoléon. Ce code est devenu l'une de ses réalisations les plus importantes, consacrant de nombreux principes de la Révolution française, tels que l'égalité de tous les citoyens devant la loi, le droit de propriété et la liberté contractuelle. Il a profondément influencé les systèmes juridiques de nombreux pays à travers le monde. Des réformes éducatives furent menées afin de créer un système unifié d'écoles publiques et de lycées. L'objectif était de former des citoyens loyaux et instruits pour la Nouvelle-France. Une réforme administrative fut également mise en œuvre, renforçant l'autorité centrale et unifiant la gouvernance locale. Des préfectures furent créées, dirigées par des préfets nommés par le premier consul. Pour se réconcilier avec l'Église, fortement affaiblie par la Révolution, Napoléon conclut le Concordat avec le pape Pie IX en 1801. Ce traité rétablit les relations entre la France et le Saint-Siège, reconnaissant le catholicisme comme religion de la majorité des Français, mais conservant le contrôle de l'État sur la nomination des évêques. Sous le consulat, la vie des gens ordinaires reprit peu à peu son cours. Après des décennies de chaos et d'incertitude, Napoléon devint le garant de la stabilité et de l'ordre. Le commerce reprit et l'industrie prospéra. Bien que nombre des libertés proclamées par la Révolution étaient restreintes, la population appréciait la sécurité et la prévisibilité. Les Parisiens, las des troubles politiques, trouvèrent du réconfort dans le retour des fêtes et coutumes traditionnelles. Les marchés animés réapparurent dans les rues de la ville et les foyers devinrent plus confortables. En 1802, à la suite d'un plébiscite, Napoléon fut déclaré consul à vie. Ce fut un pas de plus vers la concentration du pouvoir entre ses mains. Cependant, les ambitions de Napoléon étaient sans limite. Il voyait la France non seulement comme une république, mais aussi comme un empire capable de dominer l'Europe. C'est à cette époque, en 1804, qu'un événement bouleversa à jamais la carte politique de l'Europe. Napoléon Bonaparte, soutenu par le Sénat et le peuple, se proclama empereur des Français. Cet acte marqua la fin de la Première République française et le début du Premier Empire. Le couronnement de Napoléon eut lieu le 2 décembre 1804 en la cathédrale Notre-Dame. Ce fut un événement grandiose, destiné à démontrer la grandeur et la puissance du nouvel empire. Napoléon se couronna lui-même, puis sa femme, Joséphine, impératrice. Ce moment symbolisa non seulement son pouvoir personnel, mais aussi le renouveau des traditions monarchiques en France sous une forme nouvelle, impériale. Le consulat, inauguré par le coup d'État du 18 Brumaire, marqua une période de transformation fondamentale et de consolidation du pouvoir de Napoléon. Il ouvrit la voie à son ascension et à la création d'un empire qui allait façonner le destin de l'Europe pour les années à venir. Ce fut une époque où le génie du chef militaire et de l'homme d'État s'exprima pleinement,
posant les bases d'un nouvel ordre qui, malgré tous les bouleversements ultérieurs, marqua l'histoire à jamais. En 1804, alors que la France, après avoir traversé les turbulentes années de la Révolution, cherchait la stabilité, Napoléon Bonaparte, déjà doté d'un pouvoir considérable, franchit une nouvelle étape vers la monarchie absolue. Il se proclama empereur des Français. Cet événement, point culminant de son ascension, marqua la fin de la Première République française et la naissance du Premier Empire. Le couronnement solennel eut lieu le 2 décembre 1804 dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Plus qu'une simple cérémonie, ce fut un spectacle soigneusement orchestré, destiné à démontrer au monde la puissance et la légitimité du nouvel empire. Napoléon, soucieux d'affirmer son indépendance vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique, prit personnellement la couronne des mains du pape Pie VII et la posa sur sa tête. Il couronna ensuite son épouse, Joséphine, impératrice. Cet acte symbolisait non seulement sa grandeur personnelle, mais aussi le renouveau des traditions monarchiques sous une forme nouvelle, impériale, distincte de l'ancien régime royal. La création de l'Empire ne fut pas seulement un triomphe personnel pour Napoléon, mais aussi le reflet de ses ambitions de remodeler l'Europe. Il voyait la France comme le centre d'un nouvel État puissant, capable d'instaurer l'ordre et d'assurer la prospérité. Le titre impérial lui conférait non seulement du prestige, mais aussi une légitimité aux yeux des monarques européens, dont beaucoup étaient ses proches ou ses alliés. Le consulat, qui débuta avec le coup d'État du 18 Brumaire, fut une période de profonde transformation qui posèrent les bases du futur empire. Napoléon s'illustra comme un homme d'État exceptionnel, mettant en œuvre des réformes qui affectèrent pratiquement tous les aspects de la société française. L'une des réformes les plus importantes fut le Code civil, dit Code Napoléon, adopté en 1802. Cet ensemble de lois unifia le système juridique français, consacrant nombre des acquis de la Révolution, tels que l'égalité devant la loi, l'inviolabilité de la propriété privée et la liberté contractuelle. Le Code Napoléon exerça une profonde influence sur l'évolution des systèmes juridiques de nombreux pays à travers le monde et reste en vigueur, sous une forme ou une autre, à ce jour. Napoléon cherchait à stabiliser et à développer l'économie. La Société française des billets de banque fut créée, jouant un rôle clé dans la restauration du système financier du pays et le contrôle de la circulation monétaire. Des efforts furent déployés pour développer l'industrie et l'agriculture, ainsi que pour construire des routes et des canaux, contribuant ainsi à la croissance économique. Dans le domaine de l'éducation, Napoléon accorda une importance particulière à la création d'un système de lycées, établissement d'enseignement secondaire destiné à former les futurs fonctionnaires, officiers et spécialistes pour les besoins de l'État. Ce système éducatif contribua à la formation d'une nouvelle élite fidèle à l'empereur. La politique de l'Église subit également des changements. En 1801, un concordat fut conclu avec le pape, rétablissant les relations entre la France et l'Église catholique. Ce compromis permit à l'Église de retrouver une partie de son influence tout en conservant le contrôle de l'État sur les affaires ecclésiastiques. Au quotidien, ces années apportèrent aux Français une relative stabilité après des décennies de chaos. Les villes commencèrent à se relever et le commerce reprit. Cependant, la vie des gens ordinaires restait difficile. Les prix des denrées alimentaires fluctuaient et les impôts demeuraient un fardeau considérable. De nombreuses familles vivaient encore dans des conditions modestes, mais la simple capacité à se projeter dans l'avenir sans craindre de bouleversements soudains constituait un acquis considérable.
Napoléon, devenu empereur, chercha à s'entourer du faste et du luxe digne de son nouveau statut. Nombre de cérémonies et de titres de cour furent restaurés, quoique sous des formes quelque peu modifiées. À Versailles, longtemps négligée, la musique réapparut et des bals et réceptions furent organisés. La famille impériale et les aristocrates qui lui étaient proches affichèrent un style impérial nouveau. Un aspect important de la création de l'Empire fut l'élaboration de nouveaux symboles d'État. Les aigles devinrent un symbole de puissance impériale, ornant étendards, drapeaux et uniformes militaires. Les armoiries impériales, combinant des éléments de la monarchie française et de l'Empire romain, visaient à souligner la continuité et la grandeur de la nouvelle dynastie. Napoléon comprenait que son pouvoir, fondé sur la force militaire, devait s'appuyer sur le soutien populaire. C'est pourquoi les plébiscites, organisés pour approuver des décisions politiques clés, devinrent un instrument important de légitimation de son autorité. Bien que les résultats de ces votes fussent souvent prédéterminés, ils donnaient l'impression d'exprimer la volonté populaire. Ainsi, la période allant du consulat à l'Empire fut une période de profonds changements. Napoléon Bonaparte, brillant chef militaire et homme d'État clairvoyant, consolida son pouvoir, mena des réformes radicales et créa un nouvel empire qui allait façonner l'histoire européenne pour de nombreuses années. Cette période démontra sa capacité à allier idées révolutionnaires et traditions monarchiques, créant un système politique unique qui suscite encore aujourd'hui admiration et controverse. En 1805, à la fin de l'automne, l'Europe était en suspens. Sur les champs de Moravie, non loin de la petite ville d'Austerlitz, se préparait un événement qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire. Ce n'était pas une simple bataille, mais l'affrontement de trois grandes puissances, de trois empereurs, chacun luttant pour asseoir sa domination sur le continent. D'un côté, la France, menée par son ambitieux chef, l'empereur Napoléon Bonaparte. De l'autre, une alliance de trois monarchies, l'Empire russe sous le jeune et énergique Alexandre Ier, l'Empire d'Autriche représenté par l'empereur François II et le Saint-Empire romain germanique dont le nom portait déjà l'empreinte d'une époque révolue. Napoléon, récemment couronné empereur, était au sommet de sa puissance. Son armée, aguerrie, semblait invincible. Doté d'un brillant esprit stratégique, l'empereur savait inspirer ses soldats et anticiper les moindres mouvements de l'ennemi. Son objectif n'était pas simplement de vaincre, mais d'écraser la coalition et de mettre un terme définitif à la menace qui pesait sur sa domination. Les Alliés, en revanche, étaient moins unis. Les armées russes et autrichiennes, bien que disposant toutes deux de forces importantes, avaient des visions tactiques et stratégiques divergentes. L'empereur Alexandre Ier, jeune et déterminé, préconisait une action proactive, tandis que le commandement autrichien, plus prudent, préférait l'attentisme. Ce désaccord joua un rôle dans la suite des événements. Napoléon, conscient de la désunion de son ennemi, élabora un plan astucieux. Il affaiblit délibérément son flanc droit, créant ainsi une apparence de retraite et de vulnérabilité. Son but était de provoquer une attaque prématurée des Alliés, de détourner leurs troupes de positions avantageuses et d'ouvrir la voie à un coup décisif. Il choisit un champ de bataille vallonné, ce qui lui permit de dissimuler ses manœuvres et d'exploiter le terrain à son avantage. Le 2 décembre 1805, l'aube était glaciale et brumeuse. Une épaisse vapeur s'élevait du sol, enveloppant les champs de la plaine d'Austerlitz.
Ce brouillard formait une sorte de rideau naturel, masquant les mouvements de troupes et ajoutant à l'incertitude une situation déjà tendue. Napoléon, observant la situation depuis les hauteurs de Pratzen, attendait. Il savait que ses adversaires, pris au piège de sa ruse, commettraient une erreur. En effet, les Alliés, voyant les troupes françaises apparemment se replier sur leur flanc droit, décidèrent d'en profiter. Ils ordonnèrent à leurs forces principales de déborder les Français et de leur couper toute voie de fuite. Cette manœuvre, qui semblait si réussie, les mena en réalité droit dans un piège. Alors que les forces alliées, prises dans la poursuite, s'enfonçaient dans la vallée, Napoléon donna l'ordre. Ses réserves, jusque-là dissimulées, avancèrent rapidement. L'attaque principale fut dirigée contre le centre de l'armée alliée sur les hauteurs de Pratzen, qu'elle venait d'abandonner. La garde française, unité d'élite, se lança à l'assaut au cri de « Vive l'empereur !» La bataille fit rage avec une violence sans précédent. L'artillerie des deux camps lançait des tirs, l'infanterie s'affrontait au corps à corps et la cavalerie fonçait à travers le champ de bataille, laissant derrière elle blessés et morts. Mais l'assaut français était irrésistible. Ils brisèrent la résistance au centre, puis commencèrent à presser les Alliés par les flancs. À midi, le brouillard commença à se dissiper, révélant un champ de bataille terrifiant. Les troupes françaises, ayant entièrement pris le contrôle des hauteurs de Pratzen, bombardaient maintenant les colonnes alliées qui tentaient de briser l'encerclement. De nombreux soldats, pris au piège, se noyèrent dans des étangs gelés en tentant d'échapper aux tirs et à la poursuite. Ce fut un épisode tragique, mais inévitable de la bataille de cette époque. Le soir, la bataille était terminée. Le résultat dépassa les espérances les plus folles de Napoléon. Les armées russes et autrichiennes furent mises en déroute. Des milliers de soldats furent tués, blessés ou capturés. Les empereurs Alexandre et François furent contraints de fuir le champ de bataille, humiliés et vaincus. La bataille d'Austerlitz, surnommée la bataille des trois empereurs, marqua l'apogée de la gloire de Napoléon. Elle démontra son génie de commandant, sa capacité à anticiper et à contrôler le cours des événements. Cette victoire consolida son pouvoir, ébranla la puissance de ses adversaires et façonna durablement la carte politique de l'Europe. Pour les citoyens ordinaires vivant loin des champs de bataille, la nouvelle de ces événements arrivait tardivement, apportant avec elle peur, incertitude et parfois même fierté de leurs succès nationaux s'ils en avaient. La vie des paysans et des artisans continuait comme d'habitude, mais les échos des grandes batailles parvenaient inévitablement jusque dans leurs humbles foyers, leur rappelant la fragilité de la paix. Après son triomphe à Austerlitz, Napoléon continua de consolider sa position en Europe. Ses ambitions dépassèrent la simple supériorité militaire. Il chercha à redessiner la carte politique du continent, instaurant un nouvel ordre avec la France en son centre. L'une des étapes les plus marquantes dans cette direction fut la création de la Confédération du Rhin et, par conséquent, la dissolution du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, fondé au Xe siècle, était une mosaïque complexe de centaines d'États, de principautés, de duchés et de villes libres. Il avait depuis longtemps perdu son unité et sa puissance d'antan, devenant davantage une association formelle qu'une véritable force politique. De nombreux territoires germaniques faisaient nominalement partie de l'Empire, mais étaient en réalité gouvernés par leurs propres dirigeants, souvent tournés vers des puissances extérieures, dont la France.
Napoléon vit dans cette situation une occasion idéale d'étendre son influence. Il commença à collaborer activement avec les princes allemands, leur offrant des conditions avantageuses. Soutien à l'acquisition de nouveaux territoires, renforcement de leur souveraineté et protection contre les menaces extérieures. En échange, il exigeait leur loyauté, la fourniture de contingents militaires et l'adhésion à ses plans politiques. En 1806, après Austerlitz et la paix de Presbourg, Napoléon était au sommet de sa puissance. C'est alors, le 12 juillet 1806, que fut signé à Paris le traité instituant la Confédération du Rhin. Il s'agissait d'une entité politique réunissant 16 États allemands, dont des États aussi importants que la Bavière, le Wurtemberg, le Bade et la Hesse-Darmstadt. L'empereur Napoléon fut déclaré protecteur de la Confédération. Les conséquences de cet événement furent colossales. La Confédération du Rhin signifiait de fait la sécession de la plupart des États allemands de l'autorité du Saint-Empire romain germanique. C'était une atteinte directe à son existence même. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, François II de Habsbourg, ignora longtemps les événements, espérant que la situation se résoudrait d'elle-même. Cependant, lorsqu'il devint clair que Napoléon entendait aller jusqu'au bout, François II fut contraint d'agir de manière décisive. Le 6 août 1806, François II abdiqua du trône du Saint-Empire romain germanique. Il déclara ne plus pouvoir exercer ses fonctions d'empereur compte tenu de la dissolution de la Confédération du Rhin et de l'impossibilité de pérenniser l'Empire. Cet événement marqua la fin officielle de l'histoire millénaire du Saint-Empire romain germanique, qui avait été l'une des entités politiques les plus durables de l'histoire européenne. Pour les habitants des terres allemandes, ces changements pouvaient être ressentis de différentes manières. Pour certains, ils signifiaient le renforcement du pouvoir du prince local, l'acquisition de nouvelles terres ou une plus grande autonomie. Pour d'autres, notamment ceux attachés aux anciennes traditions, ils pouvaient être un signal d'alarme, annonçant l'incertitude et la perte de leur mode de vie habituel. Paysans, artisans et commerçants continuaient de vaquer à leurs occupations quotidiennes, mais l'annonce de ces bouleversements politiques, même différés, impactait inévitablement leur vie, créant un climat de changement et de nouvelles réalités. La création de la Confédération du Rhin et la dissolution du Saint-Empire romain germanique furent plus que de simples actes juridiques. Elles représentèrent une profonde refonte de l'Europe, jetant les bases des futurs États-nations et modifiant l'équilibre des pouvoirs sur le continent. Napoléon, tout en se présentant comme un libérateur de la fragmentation féodale, cherchait en réalité à créer un bloc d'États sous son contrôle, destiné à servir ses intérêts et à renforcer sa domination. Ce redessin de la carte de l'Europe devint l'une des manifestations les plus marquantes de sa volonté de créer un nouveau système européen fondé sur l'hégémonie française. L'empire de Napoléon, établi sur les ruines de l'Ancien Ordre, poursuivit son expansion rapide. Après la création de la Confédération du Rhin et la dissolution du Saint-Empire romain germanique, la carte politique européenne connut d'importantes transformations. Napoléon, soucieux de renforcer son influence et de sécuriser les frontières de la France, ne se reposa pas sur ses lauriers. Ses ambitions étaient ambitieuses et, en 1806, l'un des États les plus anciens et les plus puissants d'Europe, la Prusse, captura à nouveau l'attention de l'empereur. Le royaume de Prusse, autrefois une puissance redoutable, était plongé dans une certaine incertitude. Après la mort du roi Frédéric le Grand en 1786, la Prusse ne parvint pas à trouver un dirigeant aussi charismatique et clairvoyant. Le roi Frédéric Guillaume II, puis son fils Frédéric Guillaume III, manquèrent du même sens stratégique. L'armée prussienne, réputée pour sa discipline et son entraînement, semblait avoir perdu sa force d'antan.
Ces tactiques, fondées sur des formations de combat linéaires et une hiérarchie stricte, paraissaient dépassées comparées aux tactiques manœuvrables et rapides des forces françaises. Napoléon, attentif aux moindres signes de faiblesse, voyait en la Prusse une menace potentielle à neutraliser. Les événements s'enchaînèrent rapidement. En 1806, sous la pression de la France, la Prusse se retrouva dans une situation diplomatique délicate. L'empereur des Français présenta une série d'exigences inacceptables pour la Prusse. La tension monta et il devint bientôt évident qu'une résolution pacifique du conflit était impossible. En septembre 1806, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, sous l'influence de ses conseillers et de l'opinion publique, décréta la mobilisation. L'armée prussienne, forte d'environ 160 000 hommes, commença à avancer. Cependant, malgré sa force numérique, le commandement prussien agissait lentement et avec hésitation. Des généraux comme Karl Wilhelm Ferdinand, duc de Brunswick, étaient des vétérans des guerres précédentes, mais leur expérience ne faisait pas le poids face à la nouvelle ère de la machine militaire napoléonienne. Napoléon, apprenant la mobilisation, réagit immédiatement. Il redéploya rapidement ses troupes de leur quartier d'hiver. L'armée française, connue sous le nom de Grande Armée, était bien entraînée et motivée. Elle était composée de soldats expérimentés ayant participé à de nombreuses campagnes et commandée par des maréchaux talentueux tels que Louis-Nicolas Davout, Jean-Baptiste Bernadotte et Michel Ney. La bataille décisive eut lieu à la mi-octobre 1806. Napoléon choisit le terrain entre les villes d'Iéna et d'Auerstedt, situées dans l'actuelle Thuringe allemande. Les deux villes étaient distantes d'une dizaine de kilomètres, et les événements qui s'y déroulèrent marquèrent à jamais l'histoire militaire. La bataille d'Iéna, livrée le 14 octobre, fut le premier acte de cette bataille monumentale. Napoléon dirigeait personnellement les forces françaises, fortes d'environ 50 000 hommes. Face à lui se trouvait l'armée prussienne du duc de Brunswick, forte d'environ 38 000 hommes. Les Français, employant leur tactique traditionnelle, attaquèrent rapidement. L'artillerie de Napoléon, habilement manœuvrée, porta des coups dévastateurs aux positions prussiennes. L'infanterie et la cavalerie agissaient de concert, perçant les défenses ennemies. Le duc de Brunswick, tentant d'organiser la résistance, fut blessé au début de la bataille. Sa mort porta un coup dur à l'armée prussienne. Les troupes françaises, encouragées par leur succès, avancèrent sans relâche. À midi, l'armée prussienne était mise en déroute. Environ 10 000 soldats prussiens furent tués ou blessés et 15 000 autres furent capturés. Les pertes françaises furent relativement légères. Au même moment, près d'Iéna, près de la ville d'Auerstedt, des événements se déroulaient qui ne feraient qu'aggraver le désastre pour la Prusse. Le gros de l'armée prussienne, forte d'environ 60 000 hommes, sous le commandement du général von Moellendorff, était stationné dans la région d'Auerstedt. Sa mission était de soutenir les forces du duc de Brunswick. Cependant, faute de coordination et de communication entre les commandants, elle ne put apporter une aide rapide. Un corps français, commandé par le maréchal Davout et comptant seulement environ 26 000 hommes, se trouva pris entre deux armées prussiennes. Malgré l'importante supériorité numérique de l'ennemi, le maréchal Davout décida d'accepter la bataille. Il prit une position défensive avantageuse et résista résolument aux attaques prussiennes. Les soldats français, inspirés par l'exemple de leur maréchal, combattirent avec un courage incroyable. Ils exploitèrent habilement le terrain et leur artillerie, malgré son effectif inférieur, se révéla d'une grande efficacité. Les généraux prussiens, incapables d'organiser une offensive unifiée, agissaient de manière désorganisée. Leurs attaques furent repoussées avec de lourdes pertes.
Le soir, l'armée prussienne d'Auerstedt était également en déroute. Les pertes prussiennes s'élevaient à environ 20 000 hommes, tués, blessés et capturés compris. Les troupes françaises, malgré leurs pertes, parvinrent à tenir leur position et remportèrent la victoire. La bataille d'Iéna-Auerstadt fut l'une des défaites les plus cuisantes de l'histoire prussienne. En une seule journée, une armée considérée comme l'une des meilleures d'Europe fut pratiquement anéantie. Cet événement eut de lourdes conséquences. La Prusse se retrouva totalement démunie face à l'avancée des troupes françaises. Napoléon entra sans opposition dans Berlin, la capitale prussienne, fin octobre 1806. Pour les habitants de Prusse, ces événements furent un choc. Pendant des siècles, l'armée prussienne avait été un symbole de force et d'ordre. Maintenant, tout semblait s'être effondré du jour au lendemain. La confusion et la peur régnaient dans les villes. De nombreuses familles attendaient des nouvelles de leurs fils et maris servant dans l'armée, et ces nouvelles étaient souvent source de chagrin. Artisans, commerçants et agriculteurs poursuivaient leurs travaux quotidiens, mais un sentiment d'incertitude planait. Les soldats français occupant le pays se comportaient de manière diverse. Certains étaient disciplinés, tandis que d'autres se livraient au pillage et à la violence, attisant encore la peur et la haine envers les occupants. La victoire de Napoléon sur la Prusse a non seulement renforcé son emprise sur l'Europe, mais a également marqué une étape cruciale dans la refonte de la carte politique du continent. Elle a démontré la supériorité de l'organisation et des tactiques militaires françaises sur des systèmes obsolètes. Cet événement a également provoqué de nouveaux changements en Europe, posant les bases de conflits et de transformations futures. En écrasant l'ancienne puissance prussienne, Napoléon a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire du continent, un chapitre riche en changements et en rebondissements imprévisibles. Après la défaite écrasante de la Prusse, alors que la puissance militaire semblait anéantie, Napoléon se tourna vers un nouveau front non moins important, l'économie. À cette époque, les guerres se déroulaient non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les ports, sur les marchés et dans les esprits. Cherchant à affaiblir son principal adversaire, la Grande-Bretagne, Napoléon décida d'utiliser contre elle une arme qu'il espérait aussi efficace que les canons et les sabres. Cette arme devint connue sous le nom de blocus continental. L'idée derrière le blocus était de fermer complètement les ports européens aux marchandises britanniques. Napoléon publia un décret à Berlin en novembre 1806 interdisant à tous les territoires sous son contrôle, ainsi qu'aux États alliés, de commercer avec la Grande-Bretagne. L'objectif était simple: priver la Grande-Bretagne de ses marchés, saper son économie et la contraindre à accepter des conditions de paix. La Grande-Bretagne, nation insulaire, dépendait fortement de son commerce maritime et de ses exportations industrielles. Napoléon espérait qu'en la coupant de l'Europe continentale, il pourrait lui porter un coup fatal. L'imposition du blocus continental fut une entreprise colossale et complexe. Elle exigea les efforts et la coopération de nombreux pays, dont beaucoup furent contraints de se soumettre à la volonté de l'empereur des Français. Des inspections de navires commencèrent dans des villes portuaires comme Hambourg, Amsterdam et Anvers. Les fonctionnaires et les soldats français veillèrent à ce qu'aucune marchandise britannique, même transportée par des navires neutres, n'atteigne le continent. La confiscation de marchandises devint monnaie courante. Les effets du blocus sur les citoyens ordinaires furent particulièrement visibles. Les pays où le commerce avec la Grande-Bretagne était un élément vital de leur économie commencèrent à connaître des difficultés. Par exemple, l'Empire russe, contraint de se joindre au blocus à l'époque, connut des pénuries de nombreux biens de consommation courante.
Les produits coloniaux britanniques comme le sucre, le café et le coton devinrent rares et chers. Cela provoqua le mécontentement des marchands et de la noblesse, habitués au confort. Cependant, les citoyens ordinaires ressentirent eux aussi ces changements, car même les tissus les plus basiques, autrefois abordables, devenaient désormais un luxe. Le blocus continental représentait également un sérieux défi pour les Britanniques. Leurs industries, notamment textiles, étaient confrontées à un déclin des exportations. Mais les Britanniques trouvèrent une solution. Ils commencèrent à rechercher activement de nouveaux marchés en Amérique du Sud et dans d'autres régions du monde. De plus, la marine britannique, dominant les mers, riposta. Elle intercepta les navires français et neutres qui tentaient de commercer avec le continent et confisqua leurs cargaisons. Les Britanniques se lancèrent également dans la contrebande de marchandises vers le continent européen, ce qui compromettait l'efficacité du blocus. Napoléon, constatant que le blocus ne produisait pas les résultats escomptés, accentua la pression. Il étendit le territoire sous contrôle français afin de contrôler un maximum de ports. Cela provoqua de nouveaux conflits et guerres. Par exemple, la tentative du roi du Portugal de refuser de se joindre au blocus fut l'une des raisons de l'invasion française du Portugal en 1807. Cette invasion dégénéra ensuite en une longue et éprouvante guerre en Espagne, connue sous le nom d'ulcère espagnol, et devint l'une des épreuves les plus difficiles de Napoléon. Le blocus continental, conçu pour affaiblir la Grande-Bretagne, eut finalement des conséquences profondes et souvent imprévues pour la France et ses alliés. Il entraîna une hausse des prix, des pénuries et des difficultés économiques dans de nombreux pays européens. Le ressentiment envers la domination française grandit. La contrebande prospéra, sapant les efforts de Napoléon. Paradoxalement, le blocus destiné à isoler la Grande-Bretagne contribua dans une certaine mesure au développement de son économie et au renforcement de sa puissance maritime, les Britanniques étant contraints de rechercher de nouvelles routes pour leurs échanges commerciaux et leur production. Napoléon lui-même, malgré tous ses efforts, ne parvint pas à isoler complètement l'Europe des marchandises britanniques. La contrebande, artère obscure mais vitale, continuait d'approvisionner le continent en biens essentiels. Les riches marchands et les aristocrates, peu disposés à renoncer à leur confort habituel, payaient cher les tissus, le sucre et autres mets britanniques. Pour les citoyens ordinaires, le blocus se traduisit par une hausse des prix de nombreux biens essentiels, suscitant un mécontentement latent, parfois manifeste. La guerre économique déclenchée par Napoléon fut un phénomène complexe et multiforme. Elle démontra que la force militaire n'était pas toujours capable de résoudre les problèmes économiques. L'idée de fermer complètement le continent au commerce britannique s'avéra trop ambitieuse et difficile à mettre en œuvre. Le blocus continental devint finalement l'un des facteurs contribuant à l'affaiblissement de l'Empire napoléonien, bien que non le plus direct. Il engendra de nouveaux conflits, exacerba les difficultés économiques et attissa le mécontentement général envers la domination française, préparant le terrain pour des événements futurs tels que la campagne fatidique de Russie. La fin du blocus continental semblait annoncer de nouvelles épreuves pour l'Empire napoléonien. Au lieu de renforcer la position de la France, la tentative d'isoler la Grande-Bretagne déclencha de nouveaux conflits et exacerba les difficultés économiques, alimentant le ressentiment envers la domination française. C'est dans ce climat de tension et de résistance latente que se déroula l'une des campagnes les plus éprouvantes de Napoléon, la guerre d'Espagne qui allait durer de 1808 à 1814. L'Espagne, autrefois alliée de la France, se trouva entraînée dans l'orbite des ambitions napoléoniennes.
En 1808, sous prétexte de préparer une invasion du Portugal, les troupes françaises entrèrent dans la péninsule ibérique. Napoléon, désireux d'asseoir son influence, força le roi d'Espagne, Charles IV, à abdiquer en faveur de son fils, Ferdinand VII. Puis, manipulant les deux, les força à renoncer à leurs droits sur la couronne espagnole. Le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, fut placé sur le trône. Cependant, cette décision suscita une vive résistance du peuple espagnol. Les Espagnols, profondément religieux et fiers, ne pouvaient accepter l'accession au trône d'un protégé étranger ni l'invasion de leur pays. Face à ces événements, des soulèvements populaires éclatèrent dans toute l'Espagne. C'est ici, sur le sol espagnol, que l'armée française fut confrontée à un type de guerre inédit, la guérilla. Le terme guérilla, diminutif de guerra, signifiant guerre, devint le symbole de cette résistance unique. Les guerriers, souvent composés de paysans, de prêtres et de simples citadins, opéraient en petits groupes mobiles. Ils évitaient les affrontements directs avec les grandes unités françaises bien entraînées, préférant les attaques surprises, les embuscades, le sabotage des communications et la destruction de petites garnisons. La guerre fut exténuante et sanglante. Les troupes françaises, habituées aux combats en rase campagne en Europe, se retrouvèrent dans un environnement inconnu. Cols de montagne, ruelles des villes espagnoles et forêts denses devinrent autant de terrains propices à la guérilla. Les guérilleros connaissaient le terrain, bénéficiaient du soutien de la population et répondaient à la répression française avec une brutalité sans précédent. Toute tentative française de rétablir l'ordre était punie avec une cruauté particulière, ce qui ne fit qu'attiser la haine et le désir de résistance. Durant cette période, la vie quotidienne des Espagnols était empreinte de peur et de privation. Villages et villes se retrouvaient souvent pris entre les troupes françaises et les guérillas. La nourriture était rare et le commerce perturbé. De nombreuses personnes furent contraintes de fuir leur foyer, devenant des réfugiés. L'armée française, quant à elle, souffrait d'une pénurie constante de ravitaillement. Les guerriers coupaient les routes, détruisaient les trains de ravitaillement et les soldats français étaient contraints de vivre dans une tension constante, dans l'attente d'une attaque venue de l'ombre. Cette guerre fut surnommée la peste espagnole, non seulement en raison de sa longueur, mais aussi de l'épuisement qu'elle causa à l'armée napoléonienne. Un grand nombre de troupes françaises furent affectées à la répression des soulèvements et à la lutte contre la guérilla, affaiblissant les forces napoléoniennes sur d'autres fronts. L'armée française subit d'énormes pertes, non seulement dues aux affrontements directs, mais aussi à cause des maladies, de la faim et des conditions de vie difficiles. Parmi les figures clés de cette guerre figuraient des commandants français comme les maréchaux Soult et Masséna, qui tentèrent de rétablir l'ordre et de réprimer la résistance, ainsi que des dirigeants espagnols comme le général Palafox qui défendit Saragosse et des figures qui devinrent des symboles du mouvement partisan. Cependant, contrairement aux armées régulières, les commandants partisans étaient souvent des héros locaux, connus uniquement dans leur région. Le soutien que l'Espagne reçut de la Grande-Bretagne fut un facteur crucial. Les troupes britanniques, commandées par le duc de Wellington, débarquèrent dans la péninsule ibérique, combattant aux côtés des guérilleros et des troupes régulières espagnoles. Cela créa un second front contre Napoléon, qui nécessita des ressources et une attention considérables. La guerre d'Espagne, qui avait débuté comme une tentative d'instaurer un nouvel ordre, se transforma en un conflit prolongé qui devint l'une des plus graves erreurs de calcul de Napoléon. Elle démontra que même l'armée la plus puissante pouvait se révéler impuissante face à la résistance populaire et aux tactiques de guérilla.
La peste espagnole mina lentement mais sûrement la puissance de l'Empire, détournant des ressources et minant le prestige de Napoléon, ouvrant la voie à de futures catastrophes. C'est durant cette période, alors que la guerre d'Espagne épuisait les ressources de l'Empire, que Napoléon prit une décision qui allait devenir l'une des plus décisives de sa carrière: la campagne contre la Russie, qui débuta en 1812. Cette entreprise, conçue comme une démonstration de force et la soumission définitive de la Russie, se transforma en désastre, annonçant le déclin irréversible de l'Empire napoléonien. Les raisons qui ont poussé Napoléon à prendre cette mesure étaient multiples. La principale était la réticence de la Russie à se conformer pleinement aux termes du blocus continental imposé à la Grande-Bretagne. Le commerce russe avec l'Angleterre, bien que limité, se poursuivait, compromettant la guerre économique menée par Napoléon. De plus, en 1811, la Russie conclut un traité commercial avec la Suède et révisa les conditions de son adhésion au blocus continental, ce que Napoléon percevait comme une violation directe de l'accord. L'empereur des Français y vit un défi à son autorité et une menace pour l'ordre européen qu'il cherchait à établir. Le rassemblement de la Grande Armée, comme on l'appelait, débuta au printemps 1812. Ce fut un rassemblement grandiose de troupes, comptant plus de 600 000 hommes. Il comprenait des représentants des peuples les plus divers d'Europe: Français, Polonais, Italiens, Allemands, Autrichiens, Espagnols, Hollandais et bien d'autres. Cette multinationalité était typique des armées napoléoniennes, mais cette fois, elle comportait aussi des risques cachés. Tous les soldats n'étaient pas motivés de la même manière, et la barrière de la langue entravait souvent la communication. La Grande Armée franchit le Niémen, frontière de l'Empire russe, à la mi-juin 1812. Le plan initial de Napoléon prévoyait une offensive rapide et décisive pour contraindre l'empereur Alexandre Ier à négocier les conditions de la France. Cependant, le commandement russe, dirigé par le général Barclay de Tolly, puis par le prince Koutouzov, opta pour une tactique visant à éviter une bataille décisive. L'armée russe battit en retraite, étirant les lignes de communication ennemies et les affaiblissant. À mesure que la Grande Armée progressait en Russie, les conditions de vie des soldats devenaient de plus en plus difficiles. Les étés en Russie étaient caniculaires et les routes, souvent non goudronnées, se transformaient en chemins poussiéreux ou bouveux selon la météo. Les vivres, difficiles à transporter en raison des grandes distances et de la faiblesse des infrastructures, commençaient à s'épuiser. Les soldats souffraient de la faim, de la soif et de maladies comme la dysenterie et le typhus. La vie quotidienne en marche était jalonnée d'épreuves. Dès l'aube, les soldats étaient déjà en mouvement. L'installation du campement le soir était une tâche ardue, surtout lorsqu'il fallait trouver de l'eau et du combustible pour le feu. La nourriture se composait principalement de crackers, de viande salée et de maigre bouillie si l'on disposait de céréales. Napoléon, habitué aux campagnes rapides et victorieuses, rencontra une résistance sans précédent. Les paysans russes, voyant leurs terres dévastées, se retirèrent souvent dans les forêts, emportant tout ce qui avait de la valeur et brûlant ce qu'ils ne pouvaient emporter. Cela privait l'armée française de la possibilité de fourrager, c'est-à-dire de se procurer de la nourriture localement. La guérilla, bien que moins importante qu'en Espagne, commença également à prendre de l'ampleur. Le moment clé fut la bataille de Borodino, qui eut lieu début septembre 1812. Ce fut l'une des batailles les plus sanglantes de l'époque. L'armée française subit de lourdes pertes, mais remporta une victoire tactique en occupant le champ de bataille. Cependant,
L'armée russe, bien qu'en retraite, conserva sa capacité de combat. Après Borodino, le commandement russe décida d'abandonner Moscou sans combattre afin de préserver son armée. L'entrée de la Grande Armée à Moscou à la mi-septembre 1812 présenta un nouveau défi. La ville, abandonnée par la majeure partie de sa population, fut ravagée par des incendies qui, selon divers témoignages, furent soit accidentels, soit délibérément allumés par les Russes. Ces incendies détruisirent une partie importante du ravitaillement qui aurait pu être utile à l'armée française. Napoléon, s'attendant à la capitulation de l'empereur russe, se trouva dans une situation désespérée. L'attente dans Moscou désastée se prolongea. Napoléon attendait les envoyés d'Alexandre Ier, mais ils n'arrivèrent jamais. Le temps passa, le froid approcha, et il devint évident qu'une présence prolongée en Russie sans approvisionnement suffisant était impossible. À la mi-octobre 1812, Napoléon donna l'ordre de retraite. Le voyage de retour devint un véritable cauchemar. La Grande Armée, affaiblie par la faim, la maladie et les escarmouches incessantes avec les troupes russes et les Cosaques qui la poursuivaient, fondait sous nos yeux. Le temps se dégrada brutalement et les premières gelées s'installèrent. Les soldats, vêtus d'uniformes d'été, souffraient du froid. Le ravitaillement fut pratiquement interrompu. Des milliers de personnes moururent de gelures, de faim et de maladie. La Bérésina devint la dernière ligne de défense, que les Français réussirent à franchir avec beaucoup de difficultés, abandonnant derrière eux un nombre considérable d'hommes et de matériel. À la fin de 1812, il ne restait pratiquement plus rien de la Grande Armée. Moins de 100 000 hommes, dont une fraction seulement était apte au combat, parvinrent à regagner le territoire polonais. La campagne de Russie marqua un tournant décisif, affaiblissant la puissance militaire de Napoléon et favorisant la formation d'une nouvelle coalition anti-française. Cet événement démontra la vulnérabilité de l'armée, même la plus puissante, face à l'immensité du territoire, à la rigueur du climat et à la résistance populaire acharnée. La campagne de Russie, qui aboutit à la défaite cuisante de la Grande Armée, marqua un tournant. Les espoirs de Napoléon d'une reprise rapide et d'un retour de son ancienne influence s'érodèrent de jour en jour. Les puissances européennes, constatant l'affaiblissement de la puissance française, s'unirent à nouveau contre l'empereur. Une nouvelle coalition anti-française, la 6e, se forma, regroupant la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et la Grande-Bretagne. Cette force unie était prête à livrer une bataille décisive. Malgré ses pertes, Napoléon parvint à constituer une nouvelle armée. Cependant, il ne s'agissait plus des vétérans aguerris des campagnes précédentes. De jeunes soldats, souvent à peine majeurs, grossirent les rangs. Débordant de ferveur patriotique, ils manquaient néanmoins de maturité et d'expérience du combat. Conscient de la supériorité de ses forces, l'empereur chercha à éviter une bataille décisive avant d'avoir rassemblé suffisamment de troupes. La campagne de 1813 est souvent appelée la « bataille des nations ». Ce nom reflète l'ampleur et la composition des armées adverses. Cette fois, Napoléon affrontait non seulement les forces russes et prussiennes, mais aussi une armée autrichienne, sous le commandement de l'archiduc Charles, et un corps suédois dirigé par l'ancien maréchal Bernadotte. La bataille, qui marqua le point culminant de cette campagne, eut lieu près de Leipzig, en Saxe. La bataille débuta le 27 octobre 1813 et dura plusieurs jours. Le ciel de Leipzig était noyé par la fumée des centaines de canons. Le sol tremblait sous le fracas des milliers de chevaux et la marche des soldats. Ce fut l'une des batailles les plus sanglantes des guerres napoléoniennes.
Napoléon commandait l'armée française qui, selon diverses estimations, comptait environ 190 000 hommes. Face à lui se dressait l'armée alliée, forte de plus de 450 000 soldats. Dès les premiers jours de la bataille, les Français parvinrent à contenir l'assaut allié. Napoléon démontra son habileté de commandant, manœuvrant ses troupes et cherchant des failles dans les défenses ennemies. Cependant, l'écrasante supériorité numérique des Alliés et leur détermination eurent raison d'eux. Au cours de combats acharnés, l'armée française subit d'énormes pertes. La situation devint particulièrement critique pour les Français lorsque des troupes autrichiennes et suédoises apparurent sur le champ de bataille. Le 19 octobre 1813 marqua l'offensive décisive des Alliés. L'armée française, épuisée et démoralisée, fut contrainte de battre en retraite. La retraite se transforma en déroute. De nombreux soldats français, encerclés, furent contraints de se rendre. L'échec de la retraite sur l'Elster se solda par la mort de milliers de soldats qui finirent à l'eau après que les sapeurs, ayant fait sauter les ponts à la hâte, l'eurent fait sauter prématurément. La bataille des nations de Leipzig fut une défaite cuisante pour Napoléon. Son armée fut pratiquement anéantie. L'empereur, conscient du désespoir de la situation, prit une décision difficile. Le 21 octobre 1813, il ordonna la retraite d'Allemagne. Cette défaite marqua la fin de la domination de Napoléon sur le continent. Après la bataille de Leipzig, les Alliés lancèrent une offensive en France. En mars 1814, les forces alliées entrèrent dans Paris. L'empereur Napoléon, complètement isolé, comprit que toute résistance supplémentaire était vaine. Le 6 avril 1814, il abdiqua. Ce fut la fin du premier empire français. Napoléon fut exilé sur l'île d'Elbe, une petite île de la Méditerranée. Il conserva son titre d'empereur et une petite garde personnelle. La France entra dans la restauration des Bourbons, avec le retour sur le trône de Louis XVIII, frère du roi Louis XVI, exécuté. L'ère napoléonienne semblait désormais révolue. La vie des gens ordinaires durant cette période était jalonnée de difficultés. Les guerres napoléoniennes épuisaient le pays. Les ressources étaient détournées vers les besoins militaires, ce qui affectait l'économie et le bien-être de la population. De nombreuses familles perdirent leur soutien de famille sur le champ de bataille. Paysans, artisans et commerçants ressentirent tous les effets d'un conflit prolongé. Leur quotidien était axé sur la survie, l'approvisionnement en nourriture et en abris pour eux-mêmes et leurs proches. Les nouvelles des actions militaires et des changements politiques leur parvenaient tardivement, souvent déformées. Les gens vivaient dans l'espoir de paix et de stabilité, et du retour de leurs fils et de leurs maris. Après la défaite de Leipzig et l'abdication de Napoléon, l'Europe commença à remodeler son paysage politique. Le Congrès de Vienne, ouvert en septembre 1814, réunit les représentants de tous les États européens afin de définir un nouvel ordre. L'objectif principal était de rétablir l'équilibre des pouvoirs et de prévenir de futurs conflits. Le Congrès fut dominé par une atmosphère d'intrigue diplomatique, de bals et de réceptions de galas. Les représentants des principales puissances, l'Autriche, la Russie, la Prusse et la Grande-Bretagne, jouaient un rôle clé dans le processus décisionnel. Ils cherchèrent à rétablir les frontières d'avant les guerres napoléoniennes et à restaurer des monarchies légitimes. Cependant, malgré ce désir de retour au passé, l'ère de changement initiée par la Révolution française et poursuivie par Napoléon avait déjà irréversiblement transformé l'Europe. Les principes de nationalisme et de libéralisme apparus durant cette période continuaient de couver sous la surface des monarchies restaurées, prêts à éclater à nouveau.
Napoléon, sur l'île d'Elbe, ne perdit pas espoir. Il suivit de près les événements en France et en Europe. Des rumeurs de mécontentement face à la restauration des Bourbons et à l'impopularité du nouveau roi et de son gouvernement lui parvinrent. Un sentiment d'injustice et une soif de reconquérir le pouvoir perdu alimentèrent sa détermination. Tandis que le Congrès de Vienne poursuivait ses travaux, Napoléon préparait son ultime coup désespéré. Sur l'île d'Elbe, où Napoléon Bonaparte était en exil, le temps s'écoulait différemment de l'Europe turbulente. C'était un temps de réflexion, mais non d'oubli. Les rumeurs, telles une douce brise, portaient l'écho des événements qui se déroulaient sur le continent. Le Congrès de Vienne, qui s'ouvrit en septembre 1814, réunit les représentants de tous les États européens. Son objectif était de rétablir l'équilibre des pouvoirs et de définir un nouvel ordre politique après les longues années de guerre napoléonienne. Une atmosphère d'intrigues diplomatiques, de bals et de réceptions de galas régnait à Vienne. Les représentants des principales puissances, Autriche, Russie, Prusse et Grande-Bretagne, jouaient un rôle clé dans la prise de décision. Ils cherchèrent à rétablir les frontières de l'État d'avant les conquêtes napoléoniennes et à restaurer des monarchies légitimes. Cependant, malgré ce désir de retour au passé, l'ère de changement initiée par la Révolution française et poursuivie par Napoléon avait déjà transformé l'Europe de manière irréversible. Les principes de nationalisme et de libéralisme apparus durant cette période continuaient de couver sous la surface des monarchies restaurées, prêts à éclater à nouveau. Napoléon, sur l'île d'Elbe, ne perdit pas espoir. Il suivit de près les événements en France et en Europe. Des rumeurs de mécontentement face à la restauration des Bourbons et à l'impopularité du nouveau roi Louis XVIII et de son gouvernement lui parvinrent. Un sentiment d'injustice et une soif de reconquérir le pouvoir perdu alimentèrent sa détermination. Tandis que le Congrès de Vienne poursuivait ses travaux, Napoléon préparait son ultime coup, désespéré. En février 1815, alors que l'hiver laissait place au printemps, Napoléon quitta secrètement l'île d'Elbe. Il embarqua avec une petite flottille de plusieurs navires et débarqua dans le sud de la France, à Baie-Juin. Ce fut le début de ses célèbres 100 jours. Le peuple français, las du retour à l'ordre ancien et mécontent de la politique des Bourbons, accueillit son ancien empereur avec enthousiasme. Les soldats envoyés pour l'arrêter firent défection et se rallièrent à lui. L'armée dissoute commença à se rallier à lui. Le voyage de Napoléon de Rouen à Paris fut une marche triomphale. Il traversa villes et villages et fut accueilli partout en héros. Il ne versa pas une goutte de sang pour reprendre le pouvoir. Son retour fut perçu par beaucoup comme un symbole d'espoir pour le rétablissement de la gloire et de la stabilité de la France. À l'arrivée de Napoléon à Paris, Louis XVIII s'enfuit de la capitale. L'empereur réoccupa les Tuileries. Ce fut un retour remarquable qui semblait impossible quelques mois plus tôt. Cependant, le retour de Napoléon suscita de vives inquiétudes en Europe. Les puissances réunies au Congrès de Vienne s'unirent immédiatement contre lui. Elles le déclarèrent hors la loi et commencèrent à lever leurs armées. Napoléon comprit que son temps était compté. Il savait qu'il devrait lutter contre une Europe unie. Son objectif premier était de vaincre les armées ennemies petit à petit, avant qu'elles ne puissent s'unir. Il rassembla une nouvelle armée, composée de soldats et d'officiers qui lui étaient fidèles. C'était une armée pleine de détermination et de combativité. En juin 1815, Napoléon marcha vers le nord à la rencontre des forces britanniques et prussiennes stationnées en Belgique. Il espérait les vaincre avant que les armées autrichiennes et russes ne les rejoignent. La bataille de Waterloo, qui eut lieu le 18 juin 1815, marqua le point culminant de cette dernière campagne.
Ce fut l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. Napoléon commandait l'armée française, tandis que les forces britanniques étaient dirigées par le duc de Wellington et les forces prussiennes par le maréchal Blücher. La bataille fut intense et sanglante. L'armée française combattit courageusement, mais les forces britanniques et prussiennes étaient bien organisées et déterminées. À la fin de la journée, lorsque les troupes prussiennes commandées par Blücher arrivèrent sur le champ de bataille, le vent avait tourné. L'armée française était en déroute. Napoléon, conscient de la défaite, fut contraint de fuir. Il savait que son règne était terminé. C'était une défaite définitive. Après Waterloo, Napoléon capitula face aux Britanniques. Il fut exilé sur l'île reculée de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique. Il y passa les dernières années de sa vie, dictant ses mémoires et méditant sur son passé. Il mourut le 5 mai 1821. L'ère napoléonienne, si vibrante et tumultueuse, a pris fin. Cependant, son influence sur le cours de l'histoire européenne et mondiale s'est avérée considérable et durable. Il a laissé derrière lui non seulement destructions et guerres, mais aussi des idées qui ont continué à vivre et à se développer. Les réformes qu'il a instaurées dans le droit, le gouvernement et l'éducation ont jeté les bases de nombreuses institutions modernes. Son code, connu sous le nom de Code civil napoléonien, constitue encore aujourd'hui la base des systèmes juridiques de nombreux pays. Les idées d'égalité, de liberté et de fraternité, fondement de la Révolution française et développées sous Napoléon, ont continué d'inspirer des générations. Malgré son régime autoritaire et ses ambitions militaires, Napoléon est devenu pour beaucoup un symbole de changement et de progrès. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire comme l'exemple d'un brillant chef militaire, d'un homme d'État et d'un homme qui, enfant de son temps, a su changer le cours de l'histoire. Son héritage, complexe et controversé, continue de susciter débats et recherches, nous rappelant comment un seul homme peut influencer le destin de tout un continent et laisser une empreinte indélébile sur l'humanité. Une époque qui a débuté dans un tourbillon de changements et s'est achevée sur une île lointaine a profondément marqué l'histoire. Napoléon Bonaparte, dont la vie fut aussi rapide et mouvementée qu'un fleuve impétueux, est devenu le symbole non seulement de grandes réalisations, mais aussi de profondes transformations. Son héritage n'est pas seulement une succession de victoires et de défaites militaires, mais aussi le fondement sur lequel de nouvelles sociétés se sont construites. Après sa chute, lorsque les derniers échos des batailles s'estompèrent et que l'ère des empires commença à céder la place à un nouvel ordre mondial, il devint évident que l'influence de Napoléon s'étendait bien au-delà du champ de bataille. Ses activités, qui s'étendirent à de vastes pans de l'Europe, conduisirent à une refonte des frontières politiques et des structures administratives. Le Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis des siècles, céda la place à la Confédération du Rhin, exemple frappant de la refonte de la carte du continent. Cependant, la véritable profondeur de son influence se révèle dans les changements qu'il a apportés à la vie quotidienne et au système juridique. Le Code civil, connu dans le monde entier sous le nom de Code Napoléon, incarnait les idées d'égalité devant la loi, de protection de la propriété privée et de liberté contractuelle. Créé pour organiser et unifier le droit français, ce document s'est avéré si robuste et universel qu'il a servi de fondement au système juridique de nombreux pays, dont le développement a suivi la voie de la modernisation et du progrès. Il apportait clarté et ordre là où régnait le chaos.
Et ces principes continuent de guider les juristes et les législateurs de nos jours. Outre les réformes juridiques, Napoléon accorda une attention particulière au développement de l'éducation et de l'administration publique. La création de lycées, la rationalisation du système éducatif et la formation d'un appareil administratif efficace contribuèrent au renforcement de l'État et à l'émergence d'une nouvelle classe de citoyens instruits et attachés aux idées de progrès. Ces réformes, mises en place sous le Consulat et l'Empire, devinrent le fondement du développement ultérieur de la France et influencèrent de nombreux pays européens cherchant à moderniser leurs institutions. Les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, se reflétaient dans l'action de Napoléon, bien qu'à travers le prisme de son régime autoritaire. Il sut mettre ces idées en pratique, les diffusant à travers l'Europe au gré de ses conquêtes. Même dans les régions où son règne fut temporaire, ces principes laissèrent leur empreinte, stimulant la conscience nationale et le désir de réforme. Napoléon est devenu une figure enveloppée de mythes et de légendes. Pour certains, il est un brillant chef militaire qui a changé le cours de l'histoire. Pour d'autres, un tyran qui a semé la guerre et la destruction en Europe. Cependant, si l'on met de côté les controverses et les contradictions, une image plus sereine et plus stable se dessine. C'était un homme de son temps, incarnant les aspirations et les défis de son époque. Sa vie illustre comment un homme, doté de capacités et d'ambitions extraordinaires, peut avoir un impact colossal sur le destin de tout un continent. Son héritage ne se résume pas tant à la somme de campagnes militaires qu'à un ensemble d'idées et d'institutions qui perdurent et évoluent. Il nous rappelle que l'histoire est un processus continu, où chaque étape, chaque décision, même la plus controversée, contribue au tableau d'ensemble. Étudier le passé nous permet de mieux comprendre le présent et d'envisager l'avenir avec confiance. Le parcours de Napoléon, de sa jeunesse corse à son ascension vers l'empereur des Français, fut semé d'embûches, mais il ne s'acheva pas par l'apogée du pouvoir, mais par la solitude et la réflexion. Pourtant, même isolé, son influence continua de se faire sentir. Son code, ses réformes administratives, son rôle dans la diffusion des idées des Lumières, tout cela contribua à façonner ce que nous appelons aujourd'hui le monde moderne. L'ère napoléonienne, si vibrante et tumultueuse, touchait à sa fin. Cependant, son influence sur le cours de l'histoire européenne et mondiale s'avéra considérable et durable. Il laissa derrière lui non seulement destructions et guerres, mais aussi des idées qui continuèrent de vivre et de se développer. Les réformes qu'il instaura dans le droit, le gouvernement et l'éducation jetèrent les bases de nombreuses institutions modernes. Son code, connu sous le nom de Code civil napoléonien, constitue toujours la base des systèmes juridiques de nombreux pays. Les idées d'égalité, de liberté et de fraternité qui fondèrent la Révolution française et se développèrent sous Napoléon continuèrent d'inspirer des générations. Malgré son régime autoritaire et ses ambitions militaires, Napoléon devint pour beaucoup un symbole de changement et de progrès. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire comme l'exemple d'un brillant chef militaire, d'un homme d'État et d'un homme qui, enfant de son temps, parvint à changer le cours de l'histoire. Son héritage, complexe et controversé, continue de susciter débats et recherches, nous rappelant comment un seul homme peut influencer le destin de tout un continent et laisser une empreinte indélébile sur l'humanité. Maintenant que nous avons parcouru le long chemin qui mène des bouleversements révolutionnaires à la grandeur impériale et au déclin qui a suivi, il est important de s'arrêter et de retrouver un sentiment de calme. L'histoire, tel un grand fleuve, coule, charriant avec elle la mémoire du passé.
Napoléon Bonaparte, l'une des figures les plus marquantes et les plus influentes de ce fleuve, a laissé une empreinte indélébile. Ses actes, ses ambitions, son génie, tout cela fait partie de notre passé commun et façonne notre présent. On peut affirmer avec certitude que l'ère napoléonienne fut une période de profonds changements. Ces réformes du droit, de l'administration et de l'éducation posèrent les bases de nombreuses institutions modernes. Le Code civil, ou Code Napoléon, devint un modèle législatif dans de nombreux pays, instaurant les principes d'égalité devant la loi et de protection des droits individuels. Ces idées, nées dans le creuset de la Révolution française, furent développées et diffusées grâce à son œuvre. Son influence s'étendit bien au-delà de la France. Le redécoupage de la carte de l'Europe, la création de la Confédération du Rhin et la dissolution du Saint-Empire romain germanique furent autant de résultats de ses choix stratégiques. Même dans les régions où son règne fut temporaire, il laissa son empreinte sous la forme de nouvelles structures administratives et de lois qui favorisèrent la modernisation et le progrès. Napoléon a démontré comment un homme, doté d'une intelligence remarquable et d'une volonté de fer, peut changer le cours de l'histoire. Il était un produit de son temps, mais il l'a façonné, l'imprégnant de ses idées et de ses ambitions. Son héritage ne se résume pas à des monuments architecturaux ou à des mémoires militaires, mais aussi aux liens invisibles qui relient le passé au présent. Alors que nous concluons notre voyage à travers l'ère napoléonienne, laissons-nous gagner par le calme et la paix. L'histoire, tel un sage maître, nous enseigne des leçons qui nous aident à mieux comprendre le monde. L'héritage de Napoléon, complexe et multiforme, fait partie intégrante de cet enseignement. Il nous rappelle la force de l'esprit humain, la possibilité du changement et l'importance de rechercher le progrès tout en conservant sagesse et sérénité. Que cette histoire soit pour vous une source d'inspiration et de paix, vous rappelant que même dans les moments les plus turbulents, l'ordre, la raison et la créativité ont toujours leur place.